la dernière vidéo de l'ami Béranger qui est déjà passé ici. Qui est passé ici pour son bingo. Et du coup, nous, ici, on aime bien Béranger. De toute façon, vous savez. Donc voilà, et là, du coup, il s'intéresse à Aouzou. Aouzou, que j'ai vu entre temps d'ailleurs. J'ai maté Sympatoche, bah voilà. Bon, moi, je vais la mater un petit peu. Je pense que j'aurai pas grand chose à en dire. De toute manière, voilà, je vous l'ai dit. Je pense pas que ce live sera très long. mais voilà, mais en tout cas, moi, j'ai hâte de voir comment il va aborder ce Aouzou. Parce qu'entre temps, du coup, moi je l'ai vu et je trouve que c'est un excellent film. C'est très bien, franchement, c'est très bien. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. Je trouve qu'il y a un truc où c'est vraiment très bien fait, ça se contient très bien. Et il y a son mood et ça. C'est. En fait, il y a ce côté où effectivement, mais je pense qu'il va l'aborder. Il y a ce côté où effectivement, tu vois des films après qui t'y font penser aussi. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins été sous le choc, je pense que beaucoup. C'est que j'ai vu des films en fait avant qui m'y faisaient de toute manière penser. Des films un peu bizarres japonais, tout ça, même du Takeshi Miike, je pense que c'était une de ses inspirations, c'est Aouzou. Mais en tout cas, ça m'y fait penser, quoi. Ça m'y fait penser. Mais en tout cas, voilà. Il y a une ref à Tora-san dans le film, c'est forcément un chef-d'œuvre déjà. Mais du coup, voyons voir la chronique de Béranger autour de ce teen movie japonais qui est Aouzou. Salut! Est-ce que vous avez déjà vu du cinéma japonais? Oui, moi j'en ai vu. On arrête la vidéo du coup maintenant. Les films qui sortent du pays entre tradition et modernité. J'adore les traditions et j'adore les modernités. Je pense qu'il faudrait un truc comme ça entre les deux. C'est-à-dire, la modernité, ce serait enfin, la tradition, ce serait un truc assez nationaliste, un truc voilà, et un truc plus moderne, type de socialisme. Voilà, faudrait assembler les deux, faire du national-socialisme, ça serait très bien. Donc, ouais, ça serait très cool, quoi, d'assembler les deux. J'avais vu, perso, ils font du cinéma. Bah ouais, en fait, moi, je sais pas. Alors, attendez, cinéma japonais. Est-ce qu'ils font du cinéma? Ah ouais, putain. Ah, ça s'appelle le Oga. Ok. Bah, ça s'appelle le cinéma japonais, quoi. C'est le Oga. En fait, ils ont un mot spécifique pour ça. C'est fou, quoi. C'est pas la porte d'entrée aux autres films japonais bizarres. Bah, moi, je sais que j'en ai vu d'autres avant, quoi. Genre, voilà. Mais du coup, ça s'appelle le Oga, faut le savoir. Ça existe, visiblement. Ça a le mérite d'exister. Je pense que oui, et principalement par le médium de l'animation. Premièrement, oui. parce que beaucoup de ces films sont... Alors, déjà frauduleux, ce Béranger, il met un film... non, il met un film par un réal états-unien. Mais non, je plaisante, je sais que c'est 4 degrés Celsius, donc c'est japonais. C'est bon, ça compte. Sont accessibles, et ce, peu importe l'âge, mais aussi la culture. Même si beaucoup... Oh, Venus Wars, putain, il a allé le chercher loin. Beaucoup s'inscrivent purement dans la culture japonaise, à travers les yokai, les catastrophes naturelles. Même si beaucoup s'inscrivent purement dans la culture japonaise, à travers les yokai... C'est un extrait de l'animé, il y a plein de gens qui ont bossé dessus, ok. Les catastrophes naturelles, les catastrophes moins naturelles, le système scolaire, etc., ça reste, pour la plupart, des œuvres accessibles à tout public. Oui, parce qu'il y a quand même ce côté où effectivement à chaque fois que tu vois un film, typiquement Makoto Shinkai, je trouve qu'il y a un côté où ces films sont très japonais, mais en même temps sont très universels. C'est-à-dire que ce qui se passe dans l'intrigue et certains petits éléments de décor, de trucs, il y a quand même ce truc où c'est très japonais, mais quand même, c'est assez universel pour pouvoir s'identifier quand même malgré tout. Donc voilà, il y a quand même ce truc là-dessus qui est un bon équilibre. Et bon, Miyazaki, il fait des films de bandeurs d'Européens, donc c'est aussi ça où c'est différent. Et tout ça parce que le... Ah, la Belladonna de la tristesse, je l'ai vu aussi, ça. Exceptionnel, la Belladonna de la tristesse. Les hommes sont des porcs, c'est ça que je retiens moi personnellement. Le médium de l'animation est sans doute le médium Mind Game. Culturel le plus accessible à... Je vais juste réagir aux extraits parce que je suis content de voir des extraits. Etc. Ça reste, pour la plupart, des œuvres accessibles à tout public. Et tout ça parce que le médium de l'animation est sans doute le médium transculturel le plus accessible avec la littérature. Pardon. C'est vrai qu'il faut se souvenir qu'il est libraire, hein, ce fils d'up de Béranger, là, il est libraire. Et du coup, voilà, l'exemple de la littérature, c'est ça, quoi. Après, c'est quand même... Je l'ai lu. Bah putain, Poisson, il a lu un bouquin dans sa vie. Oh, en ce moment, d'ailleurs, récemment, j'ai acheté un bouquin, mais il faut que je finisse celui que j'ai lu avant. C'est celui-là, j'entends tout le monde en parler, là, en ce moment. C'est Distribuer un film. Apparemment, c'est très bien.
Donc moi j'ai hâte de le découvrir parce qu'apparemment c'est très très bien sur comment se distribuent les films. Donc du coup en fait c'est des ensembles d'interviews. Alors je sais pas si c'est que les réals ou si c'est les réals. Ah oui c'est les réals et également les gens qui sont à la base de distribution de certains films. Et du coup voilà apparemment c'est très 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 bien. Donc il faudra que je le lise bien. Et du coup c'est du coup Rebecca Zlotowski et Ad Vitam. Olivier Assayas et les films du Losange, donc ça j'ai hâte parce que les films du Losange généralement c'est pas des branquignoles. Emmanuel Mouret et Pyramide, Julien Guetta et Jour de fête. Julien Guetta qui a fait quoi déjà? Putain ça me dit un truc ce nom. Julien Guetta, c'est pas David Guetta les gens. Il a fait quoi déjà? Ah oui il a fait Rouler Jeunesse, oui, qui était très bien, qui était surprenamment bien. Ah oui et Les Cadors. Oui c'est pour ça, c'est que j'ai monté une interview du film Les Cadors et je crois qu'il était dedans. Mais c'était à l'époque où j'étais chez Allociné. Arthur Harari, Onoda, scénariste de Anatomie d'une chute, tout ça, et Le Pacte. Valérie Donzelli et White Bunch, et également Pathé, du coup, qui a répondu à ces entretiens. Donc voilà, moi en tout cas, je suis curieux de ces entretiens-là, avec du coup des réalisateurs et des exploitants. Ça peut être très très intéressant. Donc voilà. Mais d'abord, il faut que je finisse Le Regard féminin, je suis proche de la fin. Ou encore la bande dessinée. Ah oui, j'adore la bande dessinée. Bon, ça c'est un sujet pour une prochaine vidéo. En attendant, qu'en est-il des live action? Eh ben, ils sont évidemment beaucoup moins connus que les films d'animation. Et ce, principalement pour des raisons de localisation. Oui, parce que généralement ils sont... Quand c'est des dessins, on voit moins que c'était japonais. C'est ça le truc. Je pense qu'il y a un peu de ce genre de racisme là aussi, où globalement les États-Uniens, il y a ce côté où... comment dire, il y a un truc où la société états-unienne dans les lieux, dans comment sont structurées leurs routes, comment sont structurés certains aspects de leur vie. Il y a des trucs qui sont très différents de la France, mais il y a des trucs qui sont très proches. Typiquement, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, c'est un film qui est très états-unien dans comment les lieux sont gérés, mais où on peut outrepasser. Mais je pense que le Japon, c'est à l'autre côté du monde, quelque part. C'est entre tradition et modernité. Et donc, tu le vois un peu trop, même dans les architectures, et aussi par les doublages, par les apparences des gens, tout ça. Tu vois un peu trop que c'est des Japonais, et donc ça passe beaucoup moins, quoi. Ça, je suis d'accord. Beaucoup moins connus que les films d'animation. Et ce, principalement pour des raisons de localisation. Beaucoup de films japonais n'ont pas de VF, ce qui les prive directement d'une partie du public, ou alors sont très peu distribués, et généralement, quand ils le sont... Après... Science Sono gros con aussi. Mais il n'y a pas eu le plan Marshall japonais aussi, bien sûr. Donc il y a ce truc où, pareil, moi je rejoins là-dessus, c'est qu'il y a aussi ce truc où... Après, c'est un peu l'œuf ou la poule. C'est-à-dire qu'il y a ce côté où personne ne croit aux films japonais, du coup ils sont mal distribués, du coup ils font moins de recettes, du coup ils sont mal distribués. Enfin, du coup personne n'y croit. Enfin, que des trucs du genre. Ça sera dans des petits cinémas d'arrêt-essai. Et pourtant... Il a fait quoi, Science Sono? Il a fait VSS, je crois. Sur le tournage d'un de ses films, il me semble. Je sais plus exactement. Mais je crois, ouais, il a fait des VSS sur le tournage d'un de ses films. Et c'est, voilà, VSS vénère, apparemment. Donc voilà, gros coup. Même si Love Explorer, c'est très bien. Mais voilà, gros coup. C'est dommage. Je crois en plus c'était sur Love Explorer, donc voilà, mais bref. Et généralement, quand ils le sont, ça sera dans des petits cinémas d'arrêt-essai. Et pourtant, c'est dommage. C'est dommage parce que, tout comme dans n'importe quel autre pays, les œuvres artistiques viennent avec un bagage culturel. Et oui, mais en fait, on rappelle les gens, putain, merde. On rappelle les gens le Oga. C'est-à-dire que c'est une tradition japonaise de faire des films. Tac. Et il faut respecter cette tradition-là. Et globalement, en fait, c'est pas parce qu'ils sont japonais, donc du coup que ça serait un sous-peuple par rapport à la France, qui font moins bien des films. C'est ça qu'il faut réfléchir aussi là-dessus. Donc voilà. Et globalement, ils ont le droit également de faire des films. C'est ça que dit Béranger ici, et je trouve ça très brave de sa part de dire ça. Et celui du Japon est particulièrement intéressant. Beaucoup d'œuvres japonaises sont en réalité nées en réponse à un drame ou à une catastrophe propre à leur pays. Tout à fait. Haha, je l'ai fini d'ailleurs. Très très bon. J'ai bien kiffé. J'ose me mouiller, que voulez-vous? Mais oui, mais c'est là qu'on voit que toi tu es impertinent. Et que tu es le gros caca. Mais ta gueule, poisson, ta gueule, allez, délette.
Quel livre de fils de pute. Mais ta gueule, allez. Il dit ça, mais il a Mein Kampf sur sa table de chevet, hein, vraiment. Hein. Là, il a su, il va dire alors moi, Mein Kampf, je trouve ça très mal écrit. Mais oui, effectivement, il y a ce truc où bah, Godzilla en est un très bon exemple. D'à quel point c'est toujours un peu en réaction à quelque chose. Bah, le premier à la bombe atomique, les plus récents à Fukushima, par exemple. Donc voilà. Niveau littérature, on peut évidemment citer la trilogie 1Q84 de Murakami, qui reste toujours et encore à l'heure actuelle mon roman préféré. Bravo. J'ai l'autre temps, et bon, c'est vraiment moins bien que ce que je pense. Et là, bravo. Malgré des personnages féminins écrits aussi bien que ce dessin représente une maison, et qui, tout comme dans son recueil Underground, est en réponse aux attentats au gaz sarin du 20 mars. Ah oui. Oui, ça c'est un grand événement, enfin un événement tragique qui a eu lieu au Japon. C'était en gros un immense attentat au gaz sarin qui a du coup tué, je crois, une dizaine de personnes dans le métro japonais. Et c'est aussi pour ça que, enfin, il me semble que c'est aussi pour ça que la société japonaise, mais aussi pas mal des sociétés asiatiques, sont obsédées par les masques et par le fait, enfin, de porter un masque tout le temps et qu'ils étaient assez prêts pour le Covid, mine de rien, au Japon. Donc ouais. Gamera 2 aussi qui est en réponse à cet attentat, mais c'est un attentat qui a été... ça a été un pilier, c'est le 11 septembre japonais, hein. Globalement, c'est le 11 septembre des... c'est le 11 septembre des Blancs, je sais pas pourquoi j'allais dire ça. Non mais c'est le 11 septembre japonais, hein. Vraiment c'est très très vénère. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre en plus de... C'était une secte, je crois, c'est ça qui avait fait cet attentat-là. En plus, donc vraiment, ce truc très bizarre. 95, réalisé par la secte la plus importante de tout le pays. Côté manga, on peut évidemment citer Akira, qui lui aussi parlera des sectes d'une manière beaucoup plus... Déjà, et aussi de la bombe atomique. appuyée dans le manga, hein, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Bah, dans le manga, c'est le centre de la chose, c'est le centre du truc. Le centre de la chose, c'est vraiment cette secte-là et ce côté... Aussi révolution par les jeunes, parce qu'il y a aussi ce côté où il y a des racailles au Japon, notamment bah, Jojo s'en est inspiré, mais aussi, alors attendez. Voilà. Voilà, il y a aussi des racailles au Japon, globalement, et c'est aussi la jeunesse qui monte et qui n'est pas contente, c'est aussi quelque chose qui s'est passé dans les années 80-90. Et Akira est un peu en réponse à ça, globalement. De ce que j'ai compris, hein, bien sûr. Mais oui, qu'est-ce qu'il est beau. Du coup, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est Kamiya. Oui, c'est Hideki Kamiya. Réalisateur de Resident Evil. Alors attendez, non, c'est pas lui, c'est du coup réalisateur de Devil May Cry, Okami, Bayonetta, notamment. Notamment. Bien sûr, il a fait d'autres trucs, mais oui. Mais aussi et surtout des attaques nucléaires, évidemment, à travers nos Tokyo. Et du plan... Ah putain, ils étaient sur le protectionnisme, c'est ça, des États-Unis pendant un temps. Si c'est lui RE2, oui, ok. Mais j'allais me tromper avec RE4, je crois. Mais RE4, du coup, c'est l'autre. Paf, quand je t'ai vu, tu me disais que tu préférais appeler les racailles les wesh, tu peux développer. Mais c'est pas ce que j'ai dit, Béranger. Mais c'est là que tu n'écoutes pas. C'est que j'ai dit que c'était les Lacoste TN. C'est là que tu ne m'écoutes pas. Oui, c'est Mikami, pardon. Mais c'est là que tu ne m'écoutes pas. C'est les Lacoste TN. Ton ami était très d'accord avec moi. Il avait même dit des choses que pour le coup, je ne peux pas dire sur Twitch. Qui commence par N, par exemple. Mais voilà. Donc, oui, c'est. Bref. Il y avait des racailles au Japon également, quoi. Comme quoi, les racailles sont de tous bords. Même au pays du soleil levant, il y a des racailles. Et aussi à travers ce que représente Akira en lui-même. 20th Century Boys d'Urasawa parle lui aussi de sectes, mais aussi de catastrophes plus ou moins naturelles. Oui. Ces deux œuvres dont on reparlera un petit peu plus tard, puisque celle-ci traite aussi d'un sujet particulièrement important. My bad, je savais pas que j'étais sur un stream de bien-pensant, bah désolé, hein. Écoutez, hein. D'ailleurs, attendez, c'est tellement un stream de bien-pensant. Alors attendez, j'ai même pas... Ça se trouve c'est dangereux ce que je fais là, mais je crois que cette bouteille là, est-ce que ça expire le coca? Non, je sais même pas. Écoutez, mais j'ai cette bouteille là depuis que j'ai emménagé chez moi. Ici, donc depuis 3 ans maintenant. Je sais même pas si c'est pas expiré en fait. Ça expire pas le coca de toute façon quand on le garde. Ah, il y a écrit 2022 ici, je crois. Mais ouais. Effectivement. Voilà STP.
pour 10 subs, pour 10 subs, il y a moyen que je goûte. Vraiment. Mais premier degré, c'est pas dangereux, c'est un truc... Mais les gens, pour quel... Allez, 10 subs, peut-être j'en demande un peu trop. Mais pour 5 subs, moyen que je goûte un petit peu cette bouteille-là. Pour voir. Et vraiment avec des déglutitions, etc. Hein, c'est... Voilà. Mais pour au moins quelques subs, j'essaye de goûter cette bouteille. Parce que, j'avoue, mais vraiment, il n'y a aucune date d'expiration. On est d'accord sur les coca qui sont conservés au frigo. Parce que ça me... J'ai légèrement pas envie de mourir. mais voilà. Tu vas finir à l'hosto. C'est vrai? Je pense pas que ça périme. Bah, faut accorder vos violons. Mais après, aucune. Ok. Bah écoutez. Putain, ça fait longtemps. En plus, ça fait longtemps. Premier degré, ça fait très longtemps que j'ai pas bu du coca. Avec les trucs de boycott déjà, mais aussi parce que j'ai juste pas envie de... Voilà. Non seulement ça va détruire le ventre et ta carrière. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si je bois du coca en live sur Twitch... D'ailleurs, voilà. Je le dis comme ça, hein, mais... Coca, c'est à boycotter. Ils ont financé... Vous savez qui? Voilà, mais c'est ok si c'est pas ouvert. Oui, ça a pas été ouvert, hein, de toute façon. Attendez, je vais juste sentir. Là, tu as ouvert et bu. Ah. Non, je vais pas boire. Je vous jure que là, j'ai senti 5 secondes. Non. Non, 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 non. Non, non, non. C'est... Non, non, non. Écoutez, j'aurais tenté. De toute façon, j'ai eu 0 sub avec cette opération-là. Non, j'ai senti, c'est immonde. C'est vraiment immonde. C'est pas possible. C'était au frigo. Oui, c'était au frigo. Mais c'est vraiment immonde, c'est juste pas possible. Donc voilà. Ils mettent ça sur les cartouches Switch. Oui, c'est moi qui alimente les cartouches Switch. Si c'était pas au frigo, c'était chaud. Non, non, c'était au frigo. Mais je pense... En fait, genre, j'ai senti l'odeur et je me suis dit, ok. En fait, c'est le genre de coca qui est... En fait, vous voyez ce genre de coca qui est resté au frigo un peu longtemps, mais qui est aussi resté au chaud un peu longtemps. Et qui, du coup, a eu ce phénomène un petit peu de condensation bizarre. Par moment, enfin, c'est... Bref. C'est vraiment ce genre de truc où c'est pas bon, quoi. Ça se sent que c'est pourri de l'intérieur. Voilà, coca, c'est pourri de l'intérieur, j'ai toujours dit. Temps pour cette vidéo. Côté cinéma, Parce que celle-ci traite aussi d'un sujet particulièrement important pour cette vidéo. côté cinéma, Il m'a fait peur, premier degré. on peut évidemment penser à Godzilla, véritable Voilà. métaphore des attaques engendrées par Cillian Murphy lui-même. Mais Oui. si on veut remonter, on peut carrément citer le début du cinéma japonais, et particulièrement la période 1923-1939. En gros, le 1er septembre 1923, va y avoir un énorme séisme qui va venir frapper Tokyo et ses environs. Le bilan va être terrible et beaucoup de réalisateurs vont décider de se diriger vers la campagne pour réaliser leurs films. C'est pour ça qu'en fait, beaucoup de films du début du cinéma japonais parlent de sabres, de samouraïs, voilà. Ouais, les samouraïs, les sushis, Nintendo, Pikachu, tout ça. Oui, ça parle de tout ça. Premièrement, ça permettait aux réalisateurs de tester plein de trucs. Attendez. C'est pas possible. Non, ok. J'ai cru, j'ai entendu un léger pop, je me suis dit, j'ai cru que ma bouteille de coca là avait explosé. Mais il faut que je la jette, en vrai, il faut que je la jette. Nintendo Yoshi Game Boy. Mais il y a moyen, parce que là j'ai la fausse, pas la fausse sceptique, mais le truc de ma... le trou où il y a l'eau qui tombe dedans de ma salle de bain qui est un peu bouché, il y a moyen que ça débouche. Hein. À ce point-là, là, c'est... Bref. Nintendo Yoshi Game Boy, c'est ça. Mais ça leur permettait aussi de transposer des problématiques propres à leur époque sur ces univers-là. Bref, l'art japonais est construit en grande partie en... Tu penses qu'un Mentos réagirait comment dans ton coca, mais c'est... C'est pas à moi qu'il faut demander, ça c'est à Daesh, hein, c'est vraiment... réponse, Pardon, ça permettait aux réalisateurs de tester plein de trucs, mais ça leur permettait aussi de transposer des problématiques propres à leur époque sur ces univers-là. Bref, l'art japonais est construit en grande partie en réponse à leur histoire. Et tant qu'on parle de cinéma, autant parler de tout un genre cinématographique construit aussi à partir de l'histoire du Japon. Oui, j'adore. Ah, le teen movie, parce que oui, il y a également, alors ça j'ai appris récemment, les adolescents existent également au Japon. Ça vous embouche un coin,
Je sais, mais les adolescents existent au Japon. Il y a toujours eu un peu des adolescents, enfin voilà. Et moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'est assez répandu, même le phénomène des adolescents. Donc, ce qui est assez curieux, quoi, finalement. On s'attend pas à ce qu'il y ait des adolescents au Japon, mais ils sont là, quoi. Donc, le teen movie, à ne pas confondre avec teen movie, qui est généralement un petit film qu'on peut faire durant nos vacances au ski, est traduisible en français. C'est fort, ça, c'est fort. C'est par film d'adolescents. C'est donc un genre cinématographique à destination des adolescents, auquel on peut dater le début aux années 50, avec le film La Fureur de vivre de Nicolas Ray, avec James Dean, sorti en 55. Mais pour beaucoup, l'âge d'or du teen movie se situe dans les années 80. Très très répandu dans mes DM, les ados. Et oui, parce que c'est un vrai youtubeur maintenant, Béranger. Mais ça, on le sait pas, hein. C'est fou à quel point c'est un vrai youtubeur. Période durant laquelle le genre commencera à se codifier, mais aussi période durant laquelle le genre commencera à parler aux adolescents. Oui. Effectivement, la grande majorité des teen movies sortis entre les années 50 et la moitié des années 70 étaient écrits par des adultes ayant une vision, disons, pour la plupart, très fantasmée de l'adolescence. On parle de mecs cool, qui font des trucs de rebelles. Et après, du coup, il y a eu le nouvel Hollywood qui est arrivé, et qui a un peu mis un stop au film de papa, et voilà. Qui chopent des belles nanas, bref, le quotidien de pas beaucoup d'adolescents, si ce n'est moi, puisque je baisais énormément. C'est faux. Les différents récits ayant pour but de parler aux adolescents parleront donc généralement aux adultes nostalgiques d'une certaine époque de leur jeunesse, mais le public cible sera rarement conquis. Les années 80 sont donc considérées comme l'âge d'or du genre, premièrement car il va commencer à se codifier en amenant certains stéréotypes comme les populaires, les losers, les Je dois filer, mais hélas, mais je me régale, je rigole beaucoup, merci pour ça, vous êtes tous très drôles. Et ben merci beaucoup, merci à toi Béranger. Déjà pour cette vidéo, et d'ailleurs je vais linker la vidéo dans le chat et même l'épingler car je suis un foufou. Et voilà, et je trouve que déjà je trouve que c'est une excellente vidéo. Mais surtout oui, effectivement, il y a ce phénomène là où en fait les teen movies pendant très longtemps c'était écrit par des vieux dans des bureaux qui disaient ah mais c'est ça les adolescents, c'est sûr et certain. Sauf que, bah, évidemment pas du tout. Mais et dès qu'il y a des vrais ados qui ont commencé à venir, bah, ça a commencé à attirer des vrais ados, en fait. Tout simplement. En fait, c'est ce phénomène-là où je trouve que les teen movies, c'est un truc assez noble dans ce côté-là. C'est-à-dire que c'est ce genre de film où si ça parle à des ados, ça va être des succès très populaires auprès des ados. Mais si t'essayes trop de faire un film pour ados alors que tu n'es toi-même pas du tout un adolescent, bah ça va vraiment pas marcher. Mais je trouve que de toute manière, le teen movie aujourd'hui, il s'est imbriqué dans plein d'aspects de nos vies, dans plein de films, dans plein de séries. Et après, je trouve quand même qu'il y a un truc un petit peu badant quand tu vois que certaines productions vraiment qui sont destinées aux ados sont beaucoup trop écrites par des adultes et que quand même ça a du succès. Je trouve par exemple que les fameuses productions Young Adult de Netflix là, type The Outer Banks, tout ça, des trucs du genre, je trouve que ça a beaucoup trop de succès par rapport à ce que c'est formellement. Tout ce qui est aussi à contresens également, ça a beaucoup trop de succès par rapport à ce que c'est. Et par rapport à la démarche que ça essaye de faire, où c'est beaucoup trop formaté en fait, et il y a eu un âge d'or du teen movie où c'était vraiment, ça commençait à être écrit par des jeunes qui, notamment lors du nouvel Hollywood, qui commençaient à faire des trucs type Ferris Bueller, Breakfast Club, tout ça, tout ce qui est de John Hughes à l'époque, qui était déjà un peu vieux, mais qui au moins comprenait à peu près les jeunes. Et globalement, j'aimerais bien qu'on revienne à cette ère-là, surtout qu'aujourd'hui, on a tous un peu les moyens de faire des productions en étant tous un peu jeunes. Typiquement, moi je pense à La Récréation de juillet, qui a été un de mes coups de cœur de l'année dernière, où c'est pas nécessairement un teen movie, c'est d'ailleurs des gens qui sont entre 25 et 30 ans, mais où globalement tu sens qu'il y a cette fougue-là qui est assez jeune, et où tu sens que c'est vraiment des jeunes qui font ce genre de production-là, et je trouve que Martin Jova, il est également dans cette démarche-là. Et il y a une différence entre film d'ado et film pour les ados. Oui, tout à fait, c'est ça. Et globalement, ouais, les films d'ados, c'est vraiment des films faits par des gens qui comprennent les ados. Et les films pour ados, pour les ados, c'est... ouais. Dès que ça va dans le trash aussi, c'est vite casse-gueule. Bah oui, bien sûr, parce que il y a ce côté où en plus, tout ce qui est élité,
je crois que c'est ça, c'est Élité, la série sur Netflix là, espagnole. Je crois qu'en plus ils font une série là qui va s'appeler Olympics, qui est un peu pareil, où tu sais c'est ce truc où c'est du sort de soft porn bizarre. Moi je sais qu'il y avait une série là récemment qui est sortie sur Apple TV, c'est Carmen là, où c'est pareil, du sort de soft porn bizarre dans la lignée des Bridgerton, mais visiblement encore plus horny chelou. Et moi ça me fait bizarre aussi. Mais je pense qu'il y a quand même ce truc où il y a une sorte d'espoir dans certains réalisateurs jeunes, notamment français, des Martin Jova, La Récréation de Juillet, tout ça, où ça essaye vraiment de faire des productions très jeunes, par des jeunes en fait, par des gens qui ont moins de la trentaine, et où ça se voit, ça se ressent, ça se palpe en fait. Vraiment que c'est par des jeunes ça reste quand même un cinéma qui n'est pas très populaire non plus, et c'est aussi parce que ça s'est fait accaparer par tous les gens autour tous les teen movies prime qui en fait sont devenus le refuge de beaucoup trop de gens quoi. Et ça m'attriste un petit peu quoi. Mais bon, c'est la vie. Nostalgique d'une certaine époque de leur jeunesse, mais le public cible sera rarement conquis. Les années 80 sont donc considérées comme l'âge d'or du genre, premièrement car il va commencer à se codifier en amenant certains stéréotypes comme les populaires, les losers, les intellos, mais aussi... Et oui j'adore, attendez, il y avait un truc. En amenant certains stéréotypes comme les populaires... Ta réaction, oh là là, oh, c'est fou ça, il met vraiment des super blagues à l'écran, Béranger. Les losers, les intellos, mais aussi le... Alors, anecdote d'ailleurs sur ce personnage-là, vous savez de qui il est inspiré? De quelqu'un qui était dans le chat, ça fait longtemps qu'il est plus venu, mais je l'ai vu il y a pas longtemps. Jérémy Perrin, tout simplement. C'est pour ça qu'il s'appelle Jérémy d'ailleurs. Mais aussi le classique bal de fin d'année ou encore les matchs de football. D'ailleurs, c'est un vrai entrisme, je trouve, en plus, les teen movies là-dessus. Surtout les teen movies américains. Ah oui, tu savais pas, Poisson? Il est inspiré de Jérémy Perrin. Le réal de Code Lyoko a été très droit là-dessus. Il a dit bah oui, c'est inspiré d'un collègue à moi avec qui on était dans la même promo au Gobelin, c'était Jérémy Perrin. Et voilà quoi. Mais oui, c'est Jérémy Perrin. Et parce qu'il est un petit peu geek et tout. Enfin voilà. Et globalement, c'est vrai que c'est de l'entrisme de fou, parce que moi je me souviens que quand j'étais gosse, je rêvais d'aller au lycée et d'avoir mon casier, comme dans les films de teen movie type High School Musical, tout ça. Je rêvais d'avoir mon casier au lycée, alors que bon, au final, j'avais tout dans mon bureau comme un con, quoi. Mais c'est juste, je rêvais de ça, quoi. Et je me disais, bah oui, c'est comme ça dans les films, donc c'est pour ça que ça va être comme ça plus tard. Mais c'est un vrai moyen de faire de l'entrisme bizarre, en plus, c'est ce genre de film-là qui, en vrai, en rétrospective, je trouve ça même un peu glaçant, chelou, quoi. Américain, accompagné, évidemment, de cheerleaders. Ah oui. Deuxièmement, c'est dans les années 80 qu'on va aussi pouvoir dater les meilleures œuvres de celui qui est considéré par beaucoup comme étant le roi du teen movie. John Hughes. Voilà, je savais, je l'avais déjà cité. Pardon. Hughes, c'est un mec qui, à travers son cinéma, va décider de parler. Ça, d'ailleurs, Easter egg, c'est la première scène, une des premières scènes post-générique du cinéma. Et si vous voulez voir un petit Easter egg, moi je me souviens qu'à l'époque, j'avais 16 ans, et pourtant je savais déjà qu'il allait faire ça. C'est-à-dire que j'étais allé voir quand j'avais Alexis Chen, mais quand j'étais allé voir Deadpool post-crédit, scene. En fait, Deadpool 1, il se trouve que la scène post-générique, c'est une référence à cette scène de Ferris Bueller, qui est la scène du coup, une des premières scènes post-génériques. Et je me souviens que quand la scène post-générique est arrivée, je l'ai vu dans son costard et j'ai fait « Oh, le fils de pute !» en plein dans la salle, et que tout le monde avait rigolé, alors que j'avais 16 ans. Et c'était rigolo. Aux adolescents. Je savais qu'il ferait une référence à ça, parce que du coup, cette scène post-générique là de Ferris Bueller, qu'est-ce qui se passe dedans? C'est qu'il dit « Vous êtes encore là? Mais le film il est terminé. Il faut rentrer chez vous en fait. » Et un truc comme ça, voilà. Et c'est rigolo. Et Deadpool, il dit à peu près la même chose. Sauf qu'après, c'est ça où la blague est ruinée, parce que c'est Deadpool. Il revient et il dit « Ah aussi, en fait, j'ai un truc pour la suite. C'est que la suite, il y aura Cable, tout ça. Enfin voilà. » En les considérant avant tout comme des êtres humains, plutôt que comme une grosse masse qui pourrait rapporter. La VS de Ferris Bueller est trop bien. Mais la VS de Breakfast Club aussi est trop bien. Enfin, Breakfast Club, vraiment, merveille ce film-là. C'est un film qui est vraiment, je pense, pas loin d'être parfait. C'est-à-dire, je sais pas qu'est-ce qui manque, mais je trouve qu'il est pas loin d'être parfait dans ce que ça fait, et dans l'aspect même universel. Vous savez, on parlait de Life of Chuck et de l'aspect universel, bah il est niveau universalité, il est pas mal, hein.
considérant avant tout comme des êtres humains plutôt que comme une grosse masse qui pourrait rapporter de l'argent. Le cinéma de John Hughes met donc en scène tout type d'adolescents. Et même si ces derniers n'ont pas le même traitement, il permet de mettre en valeur le fait qu'il existe toutes sortes Ferris Bueller, c'est vraiment bien. d'adolescents différents. Film grotesque, la folie. Bref. Avec toutes sortes de problèmes différents. Certes, certains films de John Hughes ont un peu vieilli, ouais. Non, mais moi, je me souviens, il y avait un film pareil qui se vendait sur son style. C'était lequel? C'était The Legend of Billie Jean, je crois. Et je crois que je me souviens, je l'avais vu parce qu'il y avait un compte qui faisait que en parler, etc. Qui faisait que dire, ouais, les costumes de The Legend of Billie Jean, tout ça. Et en fait, il y a vraiment que les costumes et vite fait la buzzcut du perso principal et c'est tout, quoi. Sinon, il n'y a rien. Le film, il est inintéressant au possible. Mais juste, ça se vend sur... il y a des costumes sympas, il y a une ambiance sympa et c'est tout. Et en fait, il y a rien sinon. Genre, le film, il est inintéressant. Je me souviens de rien d'autre. Genre, vraiment... un peu carrément mal vieilli, Ah oui. mais force est de constater que nous sommes face à des films remplis d'espoir, face à une période difficile pour beaucoup. La preuve en est que chaque film de John Hughes parlant de l'adolescence se termine par un plan rempli d'espoir, Oui. et ça, c'est quand même pas rien. Le teen movie va donc être une manière de parler directement aux adolescents en abordant les différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer durant cette période. Le premier amour, la peur C'est vrai que c'est devenu rapidement le sexe quand même. C'est vrai que dans les années 80, c'était encore à peu près chaste. C'était encore à peu près... On évite d'en parler, tout ça, mais dès les années 2000, dès le tournant des années 2000, ça y est quoi, c'est devenu... effectivement, c'est... On va parler de cul, quoi. Mais je pense qu'il y a un truc par rapport aussi à la montée d'Internet à l'époque. Il y a ce truc du... ça y est, sur Internet, tout le monde parle de cul. On va parler de cul, nous aussi. Et voilà. American Pie, bah oui, bien sûr, mais... Même, il n'y a pas que American Pie, quoi. Il y a aussi... Enfin, il y a toute une vague, hein, finalement. Et c'est pas juste American Pie, parce que... Il y en avait à l'époque aussi des films soft porn bizarres, mais c'était beaucoup plus... un peu Code Ice bizarre. Mais dès les années 2000, mais je pense que c'est lié à Internet aussi, hein. Je pense que c'est lié à la montée d'Internet. Skins, même si c'est une série, aussi, c'est vrai. de l'échec, la place des jeunes dans la société, la première déception, bref, la mise en Putain, il m'a fait peur. amour, la peur de l'échec, la place des jeunes... Rien. Le teen movie va donc être une manière de parler directement aux adolescents en abordant... C'est à cause de la montée de Judd Apatow, c'est vrai. Mais Judd Apatow, est-ce qu'il fait vraiment des teen movies? C'est ça le truc. Moi, j'ai pas l'impression. J'ai plus l'impression qu'il fait de l'humour pour les millennials, finalement. Même de son temps. Je sais pas s'il fait vraiment des teen movies... super grave, oui, évidemment. Mais même super grave... Est-ce que c'est tant pour les adolescents que ça, finalement? Il en a produit, oui. Moi, je pensais à super grave aussi, mais... Ah, je sais pas, je trouve c'est ce truc où c'est pas teen movie dans le sens que pour les ados et que c'est assez universel, mais bon. Après, on pourrait dire la même chose de Breakfast Club aussi, limite. C'est des cycles, bah oui, de toute façon, c'est des cycles où il y a des films chasse, puis des films qui parlent de cul, puis des films chasse, puis des films qui parlent de cul, éternellement. Là, c'est vrai qu'on est dans une période où c'est que des films assez chastes, assez pudiques. Je dis pas que c'est bien, mais c'est là, quoi. En problèmes qu'ils peuvent rencontrer durant cette période. Le premier amour, la peur de l'échec, la place des jeunes dans la société, la première déception, bref, la mise en avant de telles problématiques permet de ne pas les minimiser. Et donc, d'une certaine manière, de rassurer le public ciblé en leur montrant qu'on passe tous par là et que... À part Superbad, c'est que des jeunes adultes. Ouais, mais justement, teen movie, généralement, ils sont encore au lycée-collège. Donc c'est ça le truc. Et 40 ans toujours puceau, justement, il a 40 ans. Donc, d'une certaine manière, de rassurer le public ciblé en leur montrant qu'on passe tous par là et que... Ah, Didi, bah oui, il faut que je vois. Tout va bien aller. L'adolescence étant une période durant la... Mais c'est vrai que c'est généralement en plus des films optimistes, à l'exception du coup de genre Ken Park, quoi, ou des trucs du genre, ou des films de Larry Clark, qui sont... Ah oui, t'inquiète. Mais les films de Larry Clark qui sont souvent... qui sont jamais optimistes. Et pourtant, est-ce que c'est des teen movies? C'est ça aussi le truc, du coup. Vu que ça rentre pas dans cette case-là, est-ce que c'est des teen movies? Pour moi, oui. Bien sûr. Laquelle on est facilement influençable, il est donc important de véhiculer de bonnes idées, que ça soit sur le traitement des êtres humains, les bonnes manières d'agir, etc., etc. Ceci étant dit, il est tout... Ah oui, voilà, bah voilà. Mais je l'ai écrit, sa vidéo, c'est pas possible. Il a influencé énormément la comédie et leur public cible et les ados, ce qui a donné des teen movies qui parlent beaucoup de sexe. Oui, aussi. C'est vrai que c'est peut-être un peu une conjonction des deux, aussi, c'est vrai.
c'est souvent des adultes qui sont restés des adolescents. C'est vrai. C'est même important de préciser que beaucoup de teen movies n'ont pas cette ambition-là. Et Corinne aussi dans ce côté teen movie. Alors, Spring Breakers, qui est une subversion du teen movie, mais qui est en dedans également, bien sûr. Et décide de prendre le contre-pied d'un cinéma comme celui de John Hughes, par exemple, pour dépeindre des adolescents horribles, que ça soit entre eux ou envers autrui. Évidemment, on peut penser au cinéma de Greg Araki ou encore celui de Larry Clark, mais aussi à une certaine partie de celui d'Harmony Korine, qui a par ailleurs écrit quelques films de Larry Clark, donc ceci explique cela. Il existe donc des tas et des tas de teen movies différents qui parleront de choses différentes, auront des personnages différents. Et même aussi, moi je pense aussi à une jonction entre le teen movie et le film de super-héros, c'était Chronicle. Et en même temps, une jonction entre le teen movie et le film de super-héros, c'est aussi Spider-Man Homecoming. Donc comme quoi, il y a plein de trucs où, selon le ton, c'est vraiment très différent, quoi. Et pourront appartenir à plein de genres. Y2K, faudrait que j'ai hâte qu'ils sortent. Différents. Un exemple assez connu que je peux citer, c'est Carrie au bal du diable de Brian De Palma, qui est... Brian de... Oh là là. L'excellent jeu de mots. L'excellent jeu de mots dans la description, hein, vraiment. En France, on a Elphone, oui, voilà, aussi. Bah, Elphone, c'est un teen movie. Tout de même. Mais on a aussi LOL. D'ailleurs, il y a un LOL 2 qui va sortir aussi, au cinéma, apparemment. Mais on a des teen movies, hein, mine de rien. On en a. Donc voilà, il y en a. Qui est un film d'horreur, mais avant tout un teen movie, qui va décider de parler du passage à l'âge adulte via un prisme horrifique. Il est important de préciser aussi que... Ah, Lou, j'en avais un film, excellent Lou, j'en avais un film. Malgré des codes très américains, le teen movie ne se limite évidemment... Gargarine, excellent. Gargarine, génial. Oui, Homecoming qui fait des hommages à Ferris Bueller aussi, c'est vrai. Grave, c'est un teen movie, oui, c'est vrai. Bah, c'est un film, c'est un film d'étudiant aussi. Calmos, oui, c'est vrai que Les Beaux Gosses, c'est un teen movie. Gargarine, je sais pas si c'est vraiment un teen... Ouais, allez, ça rentre dedans quand même. Et c'est vraiment super bien. Quid du Japon, on va y revenir, j'imagine. Pas à cette origine. On a, nous, des teen movies français, comme La Boom, les films de Max Pécasse. Peut-être pas le meilleur exemple que j'aurais pu trouver, mais bon, c'en est un. Ou encore, si on veut prendre un exemple récent, la première partie de L'Amour Ouf, c'est un teen movie. Et je précise bien là que ce sont des exemples, puisque si l'envie me prenait, je pourrais aussi rajouter... C'est vrai que Été 85, c'est un teen movie aussi, excellent d'ailleurs de Ozon. C'est un des seuls Ozon que j'aime bien. Outsiders de Coppola également, bien sûr. Ajouter ça ou encore ça à la liste. Oui, c'est juste qu'à l'époque, les teen movies, oui, c'est vrai. Et cette dernière ne serait toujours pas exhaustive. C'est vrai que Conte d'été de Romer, ça compte aussi, bien sûr. J'essaie de savoir, est-ce qu'il y a des teen movies à rajouter dedans. Est-ce que Zazie dans le métro, c'est un teen movie? Elle est trop petite peut-être pour ça. Est-ce que Zéro de conduite, c'est un teen movie? C'est même un des premiers. Steve. Au Japon, tout comme aux États-Unis, les teen movies vont évoluer. Et c'est une sacrée coïncidence, puisque le film dont on parle aux États-Unis, les teen movies vont évoluer. Et ça... Pourquoi ça me fait rire? C'est une sacrée coïncidence, puisque le film dont on parle aujourd'hui, c'est le tout premier teen movie japonais. Ou du moins, le tout premier teen movie japonais à l'américaine. Oui, parce qu'en soi, je pense qu'il y en avait d'autres avant qui parlaient d'adolescents, mais qui n'étaient pas du genre teen movie, qui est un genre assez large. On avait regardé une vidéo sur le genre du teen movie il y a quelques temps, qui était très très bien. Les bases du teen movie japonais sont aussi apparues dans les années 50, avec un mouvement qu'on appelle la Tribu du Soleil, et qui est en quelque sorte leur nouvelle vague à eux. Si je devais le résumer très grossièrement. Faut se dire qu'à cette époque-là, on est en pleine période d'après-guerre au Japon. Pour le résumer très grossièrement, dites-vous que le Japon n'est plus occupé par les États-Unis depuis 1952, mais leur présence se fait encore beaucoup ressentir. J'ai pas utilisé le mot soft power, même si j'aurais pu. Mais c'est grâce à leur soft power notamment. Putain, c'est grâce au soft power qu'ils peuvent faire ça, c'est fou. Je pense que vous en doutez, c'est quelque chose qui va énormément diviser le pays, puisque je vous rappelle que le Japon, c'est entre tradition et modernité, en plus de... Et la tradition, c'est le pays en tant que tel, le nationalisme, on peut dire. Et les États-Unis, ils apportent quelque chose de plus moderne, type le socialisme. Je refais la même chose. Ça, le traité de coopération, ça va être une galère à signer. Bref,
le Japon va être divisé. D'un côté, on va avoir les gens qui sont pour cette ouverture à toute une culture des États-Unis, etc. Et d'un autre, on va avoir un Japon Les bandeurs des States. Tu peux dire les bandeurs des States. Il y avait d'un côté les bandeurs des qui States. sont pour cette ouverture à toute une culture des États-Unis, etc. Et d'un autre, on va avoir un Japon beaucoup plus conservateur. Donc, dans ce contexte, Donc les bandeurs des States et les fachos. C'est un peu, finalement, c'est un peu les élections qu'on a depuis un petit moment. C'est les fachos ou les bandeurs des States. Et à chaque fois, on choisit les bandeurs des States parce que quand même, mais voilà, c'est un peu tout ça. 20th Century Boy, Darui, j'aime bien, mais oui, il en a parlé un petit peu aussi. Dans le côté la jeunesse japonaise, les sectes, tout ça. contexte-là, beaucoup de jeunes vont s'investir en politique, mais aussi se suicider. Et oui. Yes! Le suicide de Yukio Mishima, le plus grand écrivain japonais de cette époque, était en réponse à un public ne souhaitant pas revenir vers un Japon traditionnaliste. Et son œuvre testamentaire en parle aussi. Ah, Mishima. Ah oui, c'est Mishima, ok. Attendez, je regarde juste, il y avait un truc à l'écran. C'est pas ça comme potouche. Bah ça valait le coup de sortir le bouquin pour pas le montrer. Oui, c'est vrai qu'on n'arrive pas à voir c'est quoi. Un public ne souhaitant pas revenir Il est vers débile, un Japon lui. traditionnaliste. Et son œuvre Attendez, on le voit un petit peu. Chevaux et... testamentaire en parle aussi. Faut dire Bref, allez. on est en sortie de guerre, et en plus de ça, avec tout ce contexte-là, beaucoup de jeunes ont une pression monumentale sur leurs épaules. C'est un des sujets principaux d'Akira, mais aussi de c'est pas 20th faux. Century Boys, qui Oui. sont les deux exemples que j'ai donnés plus tôt. Ah bah, encore une fois, on en revient aux révoltes des jeunes de l'époque, à une sorte de mai 68 tardif au Japon. Il y en a d'autres, calmez-vous, je sais. C'est Ah, pardon, attendez. On va analyser image par image des exemples. Je sais pas, j'arrive pas à lire. Tetsujin 2860 The Origin. Très bien. Gundam, évidemment. L'arme ultime. Très bien. J'arrive pas à lire. Violence Jack. Dragon Head. Très bien. La plaine du Kanto. Alors je connais rien, hein, bien sûr. L'école emportée. Et Jen. Jen d'Hiroshima. Très très bien. Je Ok. sais. Ces deux œuvres qui parlent de Mais Mishima s'est suicidé en faisant pour lui une propagande conservatrice durant son speech avant son suicide, non? Bah j'avoue, je sais pas, moi je connais pas du tout. C'est pas, il va parler de la nouvelle vague japonaise dans la vidéo. Bah il est en train d'en parler. Il est en train d'en parler de... Tout à fait. toute une génération qui a une pression monumentale sur ses épaules. Bon là, elle a pas le méga l'air sous pression, mais c'est un manga assez compliqué à illustrer. Bah super. Face à la reconstruction d'un pays ou une partie de celui-ci en réponse à un événement traumatique. Oui. Tout comme dans la vraie vie, les raisons d'une telle pression sur cette nouvelle génération, Pardon, mais... réponse à un événement traumatique. Tout comme dans la vraie vie, les La raisons d'une voiture... telle pression sur cette nouvelle génération, C'est si drôle. c'est qu'elle va être vue par les autres comme leur seul espoir, à la fois de Oui, drift. Après, c'est peut-être un drift comme dans Initial D qui parle aussi de ça. reconstruction, mais aussi de générations ayant retenu l'exemple des précédentes et ne devant pas faire les mêmes erreurs qu'elles. Cette période-là au Japon, ça va du coup être une Oui, ce sort de rejet du père également qu'il y avait à l'époque et c'est fini maintenant, c'est la modernité, il faut changer, il faut plus être là-dedans. C'est pour ça généralement que les personnages de vieux japonais dans les films et dans les séries sont assez importants. Des précédentes et C'est genre vraiment la vieille génération quoi. ne devant pas Qui parfois est source de conseils mais souvent est source de conflits. faire les mêmes erreurs qu'elles. cette période-là au Japon, ça va du coup être une période hyper importante pour l'avenir du pays, et aussi pour sa culture. Et ça, il y a un mec qui va décider de le mettre en scène à travers des livres, Shintaro Ishihara. Ces livres vont donc mettre en scène cette C'est aussi un homme politique dont je vais pas mal illustrer. génération affectée par la guerre et vont rencontrer un certain succès, jusqu'à être adaptés au cinéma par la Nikatsu. Bon, et ces films-là n'ont pas la forme des teen movies qu'on pourrait imaginer. Typiquement les teen movies à l'américaine. Non. Elle est très très grande quand même, Ayo Edibiri. Elle est vraiment immense. Non. On est là face à des teen movies au regard très existentialiste, et si on les met en comparaison avec le cinéma américain, on est Bah c'est un peu des sortes de préadultes aussi. C'est ça généralement qui est marquant avec les teen movies du genre de l'époque. très loin des tons des films C'est-à-dire que c'est pas... Enfin c'est vraiment considéré comme des adultes alors que bah c'est pas du tout du coup les mêmes thèmes que les adolescents. Mais on le retrouve même aussi dans les Makoto Shinkai, hein, mine de rien. Il y a aussi ce genre de thème-là dans certains films de Makoto Shinkai qui abordent le thème de l'adolescence. de John Hughes. Pour vous donner un point de comparaison, les teen movies américains c'est genre Grand Blue, et les teen movies japonais c'est
tous les bouquins de Taniguchi. Les teen movies s'approchant du cinéma américain ne s'appellent pas teen movie, mais appartiennent à une catégorie de films qui m'impose malheureusement de faire une pause Seishun Eiga. entre les deux mots pour éviter d'être dans la merde. Je n'avais jamais vraiment vu comme ça, mais il a raison, c'est vrai. Globalement, Mais il est fou. les Seishun Eiga Il sait pas qu'il y a des gens qui réactent à ses vidéos sur Twitch et que c'est plus Bref. sont les teen movies japonais. Les films se passent généralement en cours, on y présente aussi des archétypes. Oui. C'est très coloré, il y a généralement une histoire d'amour aussi. Bref, on sent l'inspiration américaine, mais le genre des Seishun Eiga a vraiment Ah, Linda, apparemment c'est très très bien, faut vraiment que je le mate un jour. réussi à se réapproprier ces différents codes afin de créer quelque chose de très singulier. Si on veut donc trouver le premier teen movie s'accaparant les codes du cinéma américain en s'amusant avec et en se les appropriant, il faut qu'on aille voir en 77, dans le studio de la Toho, avec House de Nobuhiko House, c'est House. Obayashi. Typhon Club, c'est exceptionnel. Ouais, c'est beau, il y a des... En tout cas, c'est toujours ce qu'on a dit ici avec Béranger. C'est toujours ce côté. Il a de la culture, le beau. Il sait parler des films. Et il a des très très bons exemples à chaque fois. Donc vraiment, c'est toujours ce truc-là où il est toujours très pertinent à ce niveau-là. Donc, Nobuhiko Obayashi, c'était à la base un petit garçon qui était destiné à devenir médecin, jusqu'à ce qu'il trouve une caméra dans son garage. Ah. Alors, je Oh bah merde alors. Bah, il y aura des vies qui seront mortes à cause de... sais que pour l'instant, ça fait très mec qui essaye de raconter sa propre légende. Oh bah ça m'est venu depuis tout petit. En fait, je faisais beaucoup rire mes petits camarades de classe à l'école. Et puis toute ma famille me disait fais de la comédie, fais de la comédie. Et moi je leur disais non, papa, maman, moi je veux faire médecin. Bref, tout ça pour dire que l'un des premiers objectifs d'Obayashi, ça va être de faire des films qui font le même effet que des remèdes. Je fais des guillemets parce que c'est comme ça qu'il l'a dit. C'est beau. Comment Obayashi, c'est un mec qui est né en 38 et qui va donc être témoin très jeune des ravages de la guerre. Et c'est aussi une information qui va nous être très importante à la fois dans l'histoire de son cinéma, mais aussi dans l'appréciation de ses films. C'est donc C'est si beau à chaque fois ces films. via son historique personnel, mais aussi en réponse au contexte japonais de l'époque, qu'il va faire un choix assez particulier, à politiser ses films. Oh, Vraiment? Bon, déjà, l'art, bah alors. c'est politique. C'est une problématique assez complexe que j'aurais pas le temps d'aborder aujourd'hui, mais... Oui. Attends. Bon, déjà, l'art, c'est politique. Oui. C'est une problématique assez Même le monde de Nemo, c'est politique, tout à fait. complexe que j'aurais pas le temps d'aborder aujourd'hui, mais l'art, c'est politique. Et le pire, c'est que les films d'Obayashi le sont carrément. Mais oui, enfin, House, c'est ultra politique en plus. Enfin, bref. Bon, en réalité, pour comprendre ce qu'il veut dire par là, faut observer la situation politique du Japon à l'époque. Ce qu'il voulait donc dire quand il disait qu'il voulait apolitiser son contenu, c'était qu'il souhaitait pas s'exprimer sur la situation actuelle. Ah, il voulait pas faire des films à thèse. C'est ça le truc peut-être. C'est en mode, il voulait pas juste faire des films qui parlent de la situation actuelle, tout ça. Il voulait pas faire des films à thèse en mode, oui, alors là, vous avez voulu parler de ce qui s'est passé avec le gaz sarin, tout ça. À travers son art, pour plutôt se concentrer sur les êtres humains et leurs identités en tant que personnes. La justice est une philosophie à laquelle on croit, alors que les sens existent chez chaque être vivant au monde. Bon, la traduction C'est beau. de la citation utilise le terme sens, mais je pense qu'Obayashi voulait plus parler de sensibilité. Là Oui. où les mouvements politiques sont menés par notre propre vision de la justice, la sensibilité est quelque chose de beaucoup plus universel chez les êtres humains. Et c'est avec une telle idéologie qu'Obayashi va commencer par faire pas mal de courts-métrages, en s'essayant à plein de styles différents, qui permettront petit à petit, au fil des années, de définir sa patte. Obayashi, c'est un réalisateur de films expérimentaux, et ça va lui permettre de s'amuser comme il veut, Oh, ça fait très très Méliès, définir sa ça. patte. Obayashi, c'est un réalisateur de films expérimentaux, et ça va lui permettre de Le mouvement là comme ça fait ultra Méliès, j'adore. Parce que moi j'aime beaucoup Simon Méliès, j'aime beaucoup comment il fait ses choses et tout. Et je trouve que ça fait ultra Méliès comme ça. C'est vraiment, ça se voit que c'est quelqu'un qui rigole beaucoup. Ça c'est souvent le signe de gens qui rigolent beaucoup et qui juste font des films dans leur coin, tout ça. Et c'est vraiment trop bien. Donc ça fait ultra Méliès et ça va lui permettre de s'amuser comme il veut, notamment avec son montage, un véritable signe distinctif de ses films, tant celui-ci est créatif. C'est vrai. On en parlera un petit peu plus tard. Bref, Obayashi fait des petits films expérimentaux. Ces petits films-là, ils vont notamment plaire J'avais pas vu le petit à emballage. une agence de publicité qui va vouloir amener ce côté expérimental dans leur pub. On va donc lui proposer un poste qui va accepter, et en parallèle des différentes publicités qui peut tourner, il va continuer la réalisation de courts et de moyens métrages. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que les pubs d'Obayashi, elles vont cartonner. Il va notamment tourner avec des gens comme Catherine Deneuve, Kirk Douglas, Après ça, il y a toujours un amour pour la France de la part du Japon qui est vraiment ultra
bizarre à chaque fois. C'est vraiment ce truc du juste, ils adorent la France. Et ils adorent les acteurs et les actrices françaises. C'est juste là, quoi. Et encore une fois, on avait vu tout à l'heure les sorties de la semaine. Mais Kyoshi Kurosawa qui a fait un film en France avec Damien Bonnard. Tout ça, juste comme ça, juste pour le lol. Hein, voilà, c'est quand même assez significatif, quoi. C'est ça qui est fou. Elles vont cartonner. Il va notamment tourner avec des gens comme Catherine Deneuve, Kirk Douglas, Magloire. Bref, Obayashi, c'est quelqu'un dans le monde de la publicité. Quelqu'un qui ira tourner un petit peu partout, dans plusieurs pays, plusieurs studios, pour un jour se retrouver à devoir tourner une pub dans les studios de la Toho. Alors, la Toho, pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est l'une des plus C'est le Disney japonais. grandes maisons de production japonaises, aux côtés notamment de la Toei ou encore de la Shoshiku. Shoshiku. Il va me casser les couilles ce mot. Un beau jour, alors que Après, non, en fait, oui, techniquement, c'est plus la Toei qui est le Disney japonais. Toho, ce serait le Warner Bros, quoi. Obayashi tournait une publicité dans les studios de la Toho, un producteur va venir le voir en lui disant Parce que, voilà, moi j'avais 2 petites questions pour toi. Est-ce que, si on te propose de faire un film dans le même genre que Les Dents de la Mer, tu serais partant? Et ensuite, c'est une question pour Manuel Ferrara. Est-ce que ça lui arrive de bande? Faut se dire que c'est une opportunité de Toujours très très bon en humour, ce de Béranger. zinzin, puisque Obayashi, il fait ses publicités qui rencontrent un certain succès. En parallèle de ça, il continue de faire ses petits projets à gauche à droite. Et là, d'un coup, il y a un producteur de la Toho, qui plus est, qui vient lui demander s'il a des idées pour faire un film dans le même genre que Les Dents de la Mer. Évidemment, quand on te propose un truc comme ça, tu dis oui. Du coup, il va dire oui. Putain, c'est fou, il a dit oui. Sauf qu'il a pas d'idée. L'histoire est assez connue, mais Obayashi, en rentrant chez lui, demandera à sa fille de 11 ans si elle a des idées, ce à quoi elle répondra « Tu devrais pas faire le film ». Bon, sur le coup, ça le fera marrer, Super. et il va décider de quand même redemander à sa fille, tandis qu'elle se peigne les cheveux devant son miroir. Jusqu'à ce qu'elle dise « Eh, en vrai, je serais terrifié si mon reflet sortait du miroir pour me manger. » Bien vu, bien vu, bien vu. Il va après ça lui redemander d'autres idées, et c'est des idées qu'on pourra voir dans le résultat final, comme le fait de se faire manger par des futons, ou de retrouver une tête découpée dans le puits au fond du jardin, qui est, pour le coup, une peur d'Obayashi étant enfant. Mais il va aussi Quelle petite... bref. décider de faire autre chose. Je vous rappelle qu'Obayashi souhaitait faire des films qui fonctionnaient comme des remèdes, et va donc se mettre à développer son film autour de tout ça en écrivant un scénario, qui sera accepté par la Toho. Oh, Mais magnifique. pourtant, personne ne voudra réaliser le film. Pardon. Comme dit, le système des sociétés de J'ai le droit de rire, en fait, j'ai le droit de... Bref. production japonaise de l'époque est assez particulier, et aucun réalisateur de la Toho ne voudra ou ne pourra Bah, dommage, c'est finito. faire ce film. Pendant 2 ans, le scénario va rester dans les tiroirs de la Toho en attendant de trouver un réalisateur. Et pendant ces 2 ans, Obayashi, il va péter un câble. C'est-à-dire Ah qu'il oui. croit tellement en son projet qu'il va faire une version de son scénario pour la radio, qui va cartonner au Non, mais... passage, va faire un manga, va même sortir sur vinyle le thème du film, et je pense que, sincèrement, il aurait pu aller encore plus loin si, au bout de 2 ans, la Toho ne lui avait pas dit « Ça y est, tu peux le faire. Maintenant calme-toi s'il te plaît, parce que... » House. Donc, House est un film réalisé par Nobuhiko Obayashi, sorti en 77, qui raconte l'histoire de 7 amis qui vont visiter la J'adore les décors en carton-pâte, là, qu'il y a derrière et tout. Bref, tout est génial. tente de l'une d'entre C'est à cause de la fille à Obayashi que Twin Peaks a été connu au Japon d'ailleurs. Ah ouais, putain, parce que pour le coup, Twin Peaks au Japon, d'ailleurs, ça a été une ultra grosse influence pour. Je crois que j'en ai parlé, mais pour Link's Awakening, pour Deadly Premonition, pour énormément d'œuvres de jeux vidéo japonais. Ah, attends, je regarde un petit peu. Tac. Nobuo Imaishi. I love Twin Peaks. Actually, I was the one who introduced your show to Japanese print media. Waouh, c'est fou. Putain. Et ben, c'est une folie. Mais bravo, hein. Bravo à elle. Mais oui, effectivement. elles, car cette dernière lui annonce qu'elle est malheureusement mourante. Elles partent donc en voyage afin de rejoindre sa maison perdue au milieu de nulle part, Oui. de laquelle elles ne ressortiront pas. Et ça, c'est une folie. Enfin, les décors en carton-pâte qu'il y a, les sortes de fonds verts, enfin, pas de fonds verts à l'époque, mais d'incrustation, tout ça, bref, c'était trop bien. Toutes vivantes. Trop bien. House, c'est donc un teen movie horrifique. Et ce choix-là, il sort pas de nulle part. Faut savoir que au Japon, le genre du manga horrifique était pendant très longtemps destiné à un public exclusivement féminin. Les chapitres des mangas sortaient dans des magazines féminins, et le genre du manga horrifique pouvait peut-être même être considéré comme du shoujo. Pour mes otaku du chat, le début du travail de... Et oui, shoujo, shonen pour petits garçons, pour adolescents, et shoujo pour
petite fille pour adolescente. Tout à fait. C'est ça les otaku. Peut-être même être considéré comme du shoujo. Pour mes otaku du chat, le début du travail de Junji Ito, c'est pareil, c'est pas pour rien qu'il commence avec Tomie. Oui. Et pas... C'est vrai. C'est vrai que c'est ce truc-là où en plus Junji Ito, j'ai l'impression qu'il est pas mal apprécié des meufs. c'est quand même ce truc-là. Le début du travail de Junji Ito, c'est pareil, c'est pas pour rien qu'il commence avec Tomie. Plus par des meufs que par des gars en tout cas, j'ai l'impression. Et pas Pommier. Oh. Edison. Ouais, c'est pas toujours... Newton. Alors, aujourd'hui, ça a un peu changé. Ah oui, non, c'est du Josei. Ah ouais. Parce qu'on s'en fout en fait, hein, les filles elles peuvent lire des shonen et les garçons. Et en plus, alors attendez, ça c'est quand même... Aujourd'hui, Pardon, hein, parce que Béranger qui était venu dans le chat pour dire que j'étais le roi des wook, tout ça, enfin bref. Et ça là... a un peu changé, parce qu'on s'en fout en fait, hein, les filles elles peuvent lire des shonen et les garçons peuvent lire des shoujo. Et les filles maintenant elles peuvent porter des jeans et avoir un compte en banque peut-être, hein. Non mais c'est pas croyable. Hein. Bref, je trouve ça fou et c'est pour ça que je me suis permis un petit écart là-dessus. C'est donc pas surprenant qu'Obayashi ait décidé d'aborder le genre horrifique pour parler à un public jeune, et avec des personnages principaux féminins. On comprend assez facilement que le cœur de cible recherché était les jeunes adolescentes. House dans tout ça va vraiment populariser le genre du teen movie à l'américaine, récupérant ses archétypes en se les appropriant. Les différents personnages sont des archétypes caractérisés à la manière des 7 nains par leur nom. Oui. On a Prof qui est l'intello, C'est Mélodie, machin, je sais plus exactement. Mélodie qui joue de la musique, Sweet qui est la mignonne du groupe, Kung Fu qui fait du Kung Fu. Bref, les archétypes sont là et on va s'amuser avec durant tout le film. Et en parlant de s'amuser, on sent qu'Obayashi s'amuse beaucoup durant la totalité du film. On retrouve évidemment des traces de son montage expérimental dès les premières secondes du film et à travers tout son contenu. On enchaîne des transitions qui peuvent paraître kitsch, mais qui n'en sont pas moins créatives. J'adore le montage du film, je le trouve particulièrement intéressant, et j'invite n'importe quelle personne passionnée par le montage à faire attention à ce dernier. Rien qu'au niveau du timing des coupures, le film est rempli de jump cuts, et ils auront tous un but, un propos. Ils sont pas là gratuitement. Si on veut citer des trucs un peu moins subtils que le jump cut, il y a les nombreuses superpositions Kobayashi. Ça encule tellement Godard, mais non, ça marche dans les pattes de Godard, c'est ça le truc, bien sûr. Ça marche dans ses pas, c'est normal. C'est Godard qui a popularisé le jump cut. Hein. Avant, c'était interdit de faire du jump cut. Même ceux qui essayaient d'en faire, ils n'arrivaient pas. Donc bon. Kobayashi va s'amuser à faire durant tout le film, parfois à travers ce qu'on appelle une ouverture en iris. Donc c'est ça là, c'est quand c'est tout rond. Perso, je l'appelle aussi l'ouverture trou du cul. Mais très bon. C'est ça là, c'est quand c'est tout rond. Perso, je l'appelle aussi l'ouverture trou du cul. Mais il va aussi plusieurs fois superposer deux mêmes plans à deux timings différents, dont un en freeze frame, pour les amener en un seul. Oui. Il y a tout un travail de... C'est vraiment un truc de clipper ça. Moi ça me fume. Dont un en freeze frame, pour les amener en un seul. Ça c'est les trucs dans les clips où genre t'as un perso... Ah putain, faut que je trouve un exemple très spécifique de ça. Mais genre où t'as un perso qui... En fait... Il y a un cut qui arrive et t'as un perso qui est fixe. Et après, le plan qui remonte et d'un coup le perso qui se met à bouger et tout ça. Genre c'est un truc très spécifique dans les clips et je trouve ça ultra cool à chaque fois que j'en vois. Et c'est ultra facile à faire en plus. C'est juste vraiment si tu fais un mini freeze frame, un masque, tu le mets 1 seconde avant et puis voilà. Il y a tout un travail de superposition qui va aussi passer à travers des fondus et qui ont avec eux un propos vis-à-vis du film. On va utiliser des fonds bleus, les mélanger parfois à de l'animation, bref, dans son montage, House a du stop motion aussi il me semble. C'est un film extrêmement créatif. Il y a notamment toute une partie dans laquelle il va rendre hommage au cinéma muet à travers son montage, mais aussi et surtout à travers sa mise en scène. Tout ce travail-là, il est par ailleurs très méticuleux, jusque même dans le choix du défilement par seconde des images de certaines scènes de flashback, méticuleusement ralenties afin de coller à celui des films muets sur pellicule. Il va aussi utiliser de la pixelation, qui est globalement de la stop motion avec des vrais êtres vivants, et qui, là, a un propos de blague, c'est juste rigolo, mais c'est super. Bon, maintenant, si on s'intéresse purement à sa réalisation, on a du mal à croire qu'on est là face à un premier film. Et, en même temps, c'est pas vraiment le cas, puisqu'il s'était déjà essayé à mais c'est un premier long métrage, quoi, bien sûr. Exercices de court et moyen métrage qui ont pu lui donner déjà certaines bases, tout comme son travail sur la publicité, qu'on sent à certains moments du film, notamment à travers certains mouvements de caméra pour mettre en avant tel ou tel objet, ou même parfois des êtres humains, mais aussi ses décors. Bon, je pense que c'est le truc qui est... Il y a ce côté même un peu Tim Burton par moment dans les décors et par moment dans comment il superpose l'animation avec la stop motion. C'est qu'il y a vraiment ce truc ultra Tim Burton qui est très très perturbant mais très très cool à voir aussi. Ou tel objet, ou même parfois des êtres humains, mais aussi ses décors. Bon, je pense que c'est le truc qui est difficilement évitable depuis que j'ai commencé à vous montrer des images du film, mais oh mon dieu,
que ces décors sont beaux. Oui, et voilà. ça tombe super bien Allez. puisque la réalisation du film va beaucoup s'amuser avec ces derniers. Oui. Bon, déjà, une grande partie des décors, et généralement du ciel, vont être amenés via une technique Ah, il m'a eu par surprise. s'amuser avec ces derniers. Bon, déjà, une grande partie des décors, et généralement du ciel, vont être amenés via une technique qu'on appelle le matte painting. Le matte painting, pour le résumer grossièrement, Oui, c'est de peindre les décors derrière. c'est un effet qui consiste à ajouter des éléments plus ou moins importants dans des décors. Alors aujourd'hui, c'est un truc qui se fait numériquement, Oui. mais à une certaine Ce qui est chiant. époque, on allait peindre les éléments qu'on souhaitait rajouter sur une vitre, qu'on allait ensuite placer devant la caméra afin que l'illusion fonctionne. Dans le cas de House, ils n'ont pas seulement utilisé le matte painting, mais aussi une autre technique dérivée du matte painting qui s'appelle le cache contre cache. Ah oui, oui. Le cache contre cache, en plus d'être un truc qu'on fait dans des yellows, c'est du coup une sorte d'évolution du matte painting. Très très bon. Cache contre cache qu'on fait dans des yellows. Pourquoi? Parce que c'est Brise de Nice, ça je l'ai. Et oui, c'est ce truc où... Alors putain, est-ce qu'il y a des exemples? Je me souviens que j'avais vu des exemples à la Cinémathèque dans l'expo Méliès. Mais alors, qu'est-ce que j'avais vu comme exemple? Je sais plus exactement. Mais j'en avais vu. Je me souviens. Mais c'était des trucs de Méliès, je crois. Et je crois que c'était des trucs en mode... regardez, il y a eu ce dérivé de Méliès. Où en fait, c'est un truc où tu tournes une partie puis l'autre. Mais oui. Cette fois-ci, sur le tournage, on va délimiter l'endroit où on souhaite faire apparaître notre décor peint. À partir du moment où on a décidé de cette délimitation, on va décider de filmer la partie exclusivement en mouvement, Oui. en cachant à l'aide d'une toile tendue la partie qu'on souhaite peindre. Ensuite, on va projeter une seule image de ce qu'on a filmé, un mec dont c'est le métier va délimiter la partie à peindre, et là, la magie va pouvoir opérer. Oui. C'est un effet qui est assez compliqué à expliquer, donc si vous voulez creuser, sachez que je vous mets en description un très bon reportage sur tout ça. N'hésitez pas à aller le regarder. Simplement, c'est en anglais. Pour en revenir Oui. à House, ce ciel peint, ça va devenir une des signatures du film. Et c'est une signature avec laquelle Obayashi va s'amuser à plusieurs reprises. Comme ici, par exemple, nous faisant croire que le fond est le vrai fond, alors que c'est un simple panneau publicitaire. Il y a un vrai travail et une vraie utilisation des décors que je trouve absolument passionnante. Et il y a des miniatures et de la stop motion aussi. Et Tant qu'à faire, tiens, tant qu'à faire. Hein. j'adore ça. Bref, il n'y a pas une minute sans qu'il y ait un plan d'une créativité folle, que ça soit dans son placement de la caméra, dans ses effets, dans ses décors, dans son montage, dans ses idées de mort, genre ça, Oui. c'est une super idée, Oui, l'idée oui. de la maison C'est Mario 64, c'est une folie. hantée est assumée à 100%, et les clichés des films d'horreur seront là. Les personnages vont se séparer, et chacune vont tomber sur quelque chose de différent. Oui. Chaque pièce de cette maison permettra donc de situer un nouveau terrain de jeu. On va essayer des effets différents, un cadrage différent, un ton différent, bref, House, c'est une œuvre complète. Je veux pas faire Oui. le mec qui suranalyse le film et qui cherche de la profondeur là où il y en a pas. Mais House, c'est en réalité beaucoup plus profond que ce que ça peut en avoir l'air. Mais avant même de parler de message ou quoi que ce soit, c'est important que je précise ce point-là. House, avant tout, c'est un film super fun. Oui, c'est vraiment bien. Ah bah voilà, Evil Dead, bien Un sûr. peu dans la lignée d'un Evil Dead 2 par exemple, même si j'estime que House est quand même destiné à un public plus jeune. C'est un pur film de Bah, je sais pas, je pense que les deux types de publics peuvent se rencontrer. Hein. Le public de Evil Dead et le public de House peuvent vraiment se rencontrer. Je vois pas trop pourquoi faudrait être plus vieux pour consommer du Evil Dead. Non, franchement, ça se tient. maison hantée avec une tante folle, des futons qui prennent vie, le personnage du kung-fu qui fait vraiment du kung-fu. House, avant tout. Presque House pourrait être... Faudrait peut-être être un peu plus vieux. Ouais, je sais pas. Non, je pense que ça peut se rencontrer. Hein. Evil Dead est un peu plus méta. Ouais, mais quand t'es ado, ça peut te plaire aussi. Justement. Tout, Et je pense que c'est des films, ouais, tu regardes ado. Enfin, et House, tu regardes pas quand t'as 8 ans non plus. c'est un pur divertissement, avec, comme dit, des tonnes et des tonnes d'idées. C'est un film d'horreur, puis une comédie, puis un drame familial, puis un drame tout court. Ça s'amuse avec plein de genres différents tout en étant Justement, moi je trouve que il y a ce côté House dans ses références et tout. Il y a des moments où c'est de la référence pour de la référence aussi. Donc je me demande si justement faut pas être un peu plus mature là-dessus, quoi. J'aurais dit l'inverse, House, faut avoir le recul, sinon tu tombes un peu trop dans le lol, what the fuck, le Japon. Oui, c'est ça, c'est à la limite, je trouve que House, faut être un peu plus vieux peut-être pour le regarder. Dans le côté où ouais, il y a ce truc des références et tout. Je vois pas en quoi House est pas du même niveau que Evil Dead 2. Le 1 à la limite est encore. Ouais, c'est ça, c'est. Enfin, pour moi, c'est soit au même niveau, soit faut être un peu plus mature pour regarder House, justement. à chaque fois Mais l'inverse, pas trop. juste et en ayant un message fort. House,
En plus de tout ce que j'ai pu dire là, c'est un film qui parle de la guerre, ou plutôt des ravages de cette dernière dans les relations humaines, et des pertes qu'elle a pu causer. Tout le film va donc mettre en opposition deux générations, une qui a connu la guerre et une autre qui ne l'a pas connue, et qui Ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre, c'est Orelsan dans l'odeur de l'essence. ne se rend pas compte de ces atrocités. Même si les adultes ne sont pas tous méchants durant le film, et sont même montrés comme signe d'espoir à un moment, on est aussi face à une dualité de génération, puisque la grande méchante du film n'est nulle autre que la tante. Le film met donc en opposition les jeunes face aux adultes, chose récurrente dans les teen movies. C'est une histoire de ref aussi, on est moins habitué à la culture japonaise, bien sûr. Mais pourtant, je pense que si tu tombes dedans sans être formaté par la culture ricaine, tu peux bien tomber dedans aussi, quoi. Les adultes ne sont pas des monstres, mais vont généralement à l'encontre Putain, la rêve de mettre le petit Nicolas de Laurent Tirard aux adultes, ici, mais... chose récurrente dans les teen movies. Les Ouais, adultes quelque chose, ne sont hein. pas des monstres, mais vont généralement à l'encontre du bon déroulé du récit, et en font donc automatiquement des méchants. Un adulte qui empêche de sécher les cours, un autre qui refuse une sortie pour aller à un bal, c'est un adulte qui empêche l'histoire d'avancer. Oui. Les parents font donc régulièrement figure d'autorité dans les teen movies. Ils sont généralement Ça va être trop mal ce truc du petit Nicolas, mais moi je me souviens pas, en vrai. en décalage avec le reste de l'univers des personnages principaux. Ils ne comprennent pas. Et faire un tel choix pour un genre de film destiné à un public se sentant généralement en opposition avec ses figures d'autorité, bah ça marche. Tout House traite donc du devoir de mémoire, du fait de ne pas oublier le passé de nos ancêtres, mais aussi de notre pays tout entier. Il ne faut pas oublier, par risque de vous faire dévorer, et donc de reproduire les mêmes erreurs. C'est un message hyper actuel, vous trouvez pas? Ah oui. Haha. Je me demande de quoi ça pourrait parler. Il faut répondre là, vous êtes des nazis? Obayashi Non, aimait moi non. dire qu'il faisait des films pour qu'on se souvienne de la guerre, et c'est tout le message de son film. C'est un message d'autant plus actuel, il faut se souvenir des atrocités que l'être humain a pu produire. Ceux qui oublient leur histoire sont condamnés à la répéter. Je sais plus qui c'est qui l'a dit. Mais... Des atrocités ayant coûté la vie de Churchill, je sais plus. beaucoup et cultivé un climat de terreur. Le film parle aussi des 2 attaques nucléaires qu'ont pu subir le Japon. Et faire ça dans un film censé être comme Les Dents de la Mer, un film purement américain, bah je trouve ça super fort. Ah oui, il a fait fort, hein. Il a fait très très fort ce Obayashi avec ce film-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce côté où c'est à la fois un film très divertissant et en même temps c'est un film qui fait réfléchir. C'est quand même ce truc où c'est un peu entre la tradition et la modernité, quoi. C'est ça qui est fou. Non, c'est moi je l'ai dit. Ah oui, pardon, c'était toi qui l'avais dit au dernier stream. J'avais oublié. Je ne peux que vous conseiller House tant c'est un excellent film, Henri Guillemin, peut-être. à la fois sur son fond Qui avait dit à la déclaration, du coup, oui, peut-être. que sur sa forme. Il est important aussi pour moi de rappeler que avant tout, House c'est un pur divertissement. Un divertissement jusqu'au boutiste dans ses idées, créatif dans son montage, ses décors, sa réalisation, et c'est un très bon moment. Certes, c'est un film qui parle de la guerre et du devoir de mémoire, mais c'est pas plombant pour autant. Ou du moins, ça peut l'être pour d'autres raisons. House va vraiment lancer la carrière d'Obayashi. Après ce film, il va en faire plein d'autres que je vous conseille tous, même si je les ai pas tous vus. À minima, je vous conseille ça. Casting Blossoms in the Sky, Labyrinth of Cinema et Is Motorbike Horizon. Labyrinth of Cinema, ça a l'air incroyable, faut trop que je mate. Voilà. Bref, n'hésitez pas à regarder ces films, n'hésitez pas à regarder des teen movies, Oui. mais aussi, et surtout, n'hésitez pas à regarder du cinéma japonais. Voilà, écoutez, N'hésitez pas à regarder du cinéma tout court, mais du cinéma japonais a priori. C'est quand même pas du cinéma qu'on a tout le temps, c'est ça le truc aussi. Ça revient à ce que ça disait au tout début, c'est qu'il y a un manque de distribution du cinéma japonais qui est assez effarant, et où en soi ça serait bien d'en voir un peu plus. c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Oui. J'oublie assez souvent de le dire, mais voilà, le petit pouce bleu, faut s'abonner en gros. Faut s'abonner, faut partager en gros, faut faire ça là. Autre chose aussi, dans l'écriture de cette vidéo, je me suis rendu compte que quand on parle de teen movie, il y a souvent les mêmes noms qui reviennent, et du coup ça m'a un peu fait chier. Donc j'ai dû creuser un peu à gauche à droite pour trouver des trucs un peu moins connus parfois. Alors c'est peut-être pas les trucs que j'ai utilisés en illustration, mais du coup n'hésitez pas si vous avez des teen movies pas... N'hésitez pas dans le chat à mettre des teen movies. Moi je vous ai mis la vidéo là juste ici. Mais allez voir, allez vous abonner à Béranger, ça c'est sûr. Allez mettre des pouces bleus, ça c'est sûr également. trop connus à les mettre en commentaire comme ça, s'il y a des teens qui passent par là, ça va les Bah putain, un vrai youtubeur. Jones. Non donc voilà, je me dis que en plus Trouve soi-même le cinéma japonais. Bah oui, c'est ça, c'est qu'il faut aller un petit peu le chercher quoi. C'est ça le problème. C'est moins donné à toi comme peuvent l'être les films à la con sur Prime Video quoi. de flatter l'algorithme en fait, ça va vraiment flatter l'algorithme, mais ça va aussi permettre moi de ensuite construire une petite base de données autour de films que j'ai pas vus, et puis si ça peut conseiller des gens, n'hésitez pas Bien à faire sûr. ça. Ma take de Group Forcer qui fait toute une partie sur la guerre et la jeunesse avec un gunpla, mais il parle pas de la révolution qu'a été Gundam. Sinon cool, bravo. Ah bah
Aussi parce que il veut faire une vidéo d'une vingtaine de minutes aussi, hein. C'est pas non plus une vidéo qui veut être très très longue. Donc voilà. Moi sur ce, je vous laisse. Ouais. En ce moment, c'est pas trop la forme, mais on s'accroche et Oh, on essaye de force à viser toi. la lune pour atterrir dans les étoiles. Ciao. Et oui, bravo. Bravo Béranger. Pourquoi tu regardes pas la vidéo en full screen? Pour que vous ayez juste ici le titre de la vidéo. Comme ça, si jamais vous vous demandez, le titre de la vidéo est ici. C'est ça qui m'intéresse aussi. J'aime pas justement ces setups où c'est full screen, etc. Et ça bloque la vidéo. Et là, comme ça, vous voyez toute la vidéo et en même temps le titre. Et en même temps, voilà. Et c'est cool. Et ça donne une aspiration également. Mais ouais, mais en tout cas, en tout cas, voilà, je l'aime bien ce Béranger, c'est quali et niche en même temps. Mais oui, c'est ça qu'on aime bien ici. Et voilà, et moi je veux voir plus de pouces rouges maintenant. Nicely done, tu dois être streamer. Bah oui, c'est mon Salut. métier. Est-ce que vous Attendez, avez déjà vu du cinéma? ta gueule. Voilà, déjà 4 pouces rouges en 4 pouces rouges en plus, putain, génial. 4 pouces bleus en plus pour la vidéo de Béranger. Mettez également des beaux commentaires là-dessus. Donc voilà. Et globalement, moi je trouve que c'est de la excellente qualité. Donc voilà. Je pense surtout que le Real a pris un max de drogue. Mais oui, c'est vrai, ça vit. Et voilà, et globalement, moi je trouve que c'est une excellente vidéo. Et voilà, et c'est très très bon. Donc voilà, et j'adore Béranger, chic type. J'ai une photo avec lui. Est-ce que je vais retrouver cette photo avec lui? Ah, c'est trop chiant. J'ai décidé que c'était trop chiant. Mais attendez, non, je suis sûr que je peux la retrouver assez facilement. Mais regardez-moi ça. Tac. Est-ce que j'ai... Voilà. Est-ce que j'ai cette photo avec lui? Voilà. Regardez. Cette magnifique photo avec Béranger. Vous n'avez pas cette photo-là. Mais voilà. Vous n'avez pas une photo avec le youtubeur Béranger. Youtubeur extrêmement connu en devenir. Et moi, je suis très content d'avoir cette photo avec le youtubeur Béranger. Qui est très très bon. Donc voilà. Béranger, bientôt sponsor officiel. Bah oui. Il est si grand, ça me terrifie. C'est moi qui suis petit aussi. C'est moi qui suis petit. Je fais 1m68. Donc lui, ça va. Hein, il doit faire 1m80 max, quoi. Donc voilà. Mais il dira de toute façon, plus tard, quelle taille il fait. Mais en tout cas, c'est un grand du milieu. Ça, c'est ça que je veux que vous reteniez.